Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jusqu'à présent, nous avons réfléchi sur l'État. J'ai dit qu'il fallait le restaurer. J'ai dit qu'il fallait le libérer des clans et des castes et de cette bureaucratie qui en fait quelque chose de monstrueux. Depuis 2 siècles, l'État a brisé tous les pouvoirs qui le limitaient spontanément. Il imprime sa marque à la société tout entière. Il pèse d'un poids sans cesse accru sur notre vie quotidienne. Il légifère, réglementant dans leurs moindres détails les activités des citoyens. Patron d'un nombre considérable de Français, marchand d'automobiles, de tabac, d'allumettes, il est encore assureur, industriel, banquier, éducateur, conseiller sexuel, censeur du beau et du vrai, maître de morale et souvent d'immoralité. Il est partout, il est tout, il tente à devenir le tout. On le sait, et chacun s'en lamente. Aussi, chaque candidat prend-il bien soin d'inscrire la décentralisation à son programme. Mon projet est de vous rendre le pouvoir, répète François Mitterrand. Monsieur Giscard d'Estaing, dans son langage bien à lui, parle de substantiels transferts de ressources aux collectivités locales. Quant à monsieur Chaban-Delmas, il fait de la décentralisation son cheval de bataille et la clé de voûte de la nouvelle société. Ainsi, les 3 principaux candidats à la présidence de la République entendent marquer leur volonté de lutter contre la société bureaucratique. Il est dommage que leur passé aille à l'encontre de leur profession de foi. Décentralisateur, M. Mitterrand, ancien ministre de l'Intérieur de la 4e République, c'est le premier secrétaire d'un parti socialiste qui compte encore dans ses rangs des centaines de politiciens jacobins et de notables asservis au pouvoir central. Décentralisateur, M. Giscard d'Estaing, l'homme qui gouverna pendant 8 ans rue du Rivoli, c'est le chef du ministère des Finances qui imprime sa marque de plus en plus lourde sur les collectivités locales. Décentralisateur, M. Chaban-Delmas, ancien Premier ministre de la Ve République, c'est l'auteur d'un projet de loi qui n'accorde même pas aux régions la dignité de collectivité locale. Messieurs Mitterrand, Giscard d'Estaing et Chaban-Delmas résument à eux 3 toutes les déceptions des partisans des libertés locales au cours des 2 dernières républiques. Pourtant, la Constitution de 1946 proclamait solennellement le rôle majeur des communes et des départements. Et depuis 1962, on n'a jamais autant parlé de décentralisation dans les allées du pouvoir. Mais on a fait de la régionalisation et de l'aménagement du territoire sans jamais décentraliser le pouvoir étatique. D'où le demi-échec de la déconcentration industrielle. Mais on s'est bien gardé de toucher au ministère de l'Éducation nationale. De réforme en réforme, malgré mai 1968, malgré les faux-semblants de la loi Edgar Faure, on s'est obstiné à diffuser un enseignement standardisé à des millions de jeunes Français sans jamais prendre garde à toutes les différences de culture, de comportements et de goûts. Il ne faut pas s'étonner, ensuite, des réactions de rejet que manifeste une grande partie de la jeunesse scolaire. Comment ne se révolterait-elle pas devant un enseignement standardisé qui est de nulle part à force d'être passe-partout? Enfin, on s'est appliqué à uniformiser les comportements et les mentalités en diffusant une culture stéréotypée par le biais du monopole d'État sur la radio et sur la télévision. Voilà pour le passé. Il ne laisse rien augurer de bon pour l'avenir.
Sans doute, messieurs Giscard d'Estaing, Mitterrand et Chaban-Delmas ne sont peut-être pas entièrement de mauvaise foi lorsqu'ils affirment leur volonté de lutter contre la société bureaucratique. Par exemple, M. Chaban-Delmas, implanté depuis un quart de siècle en Aquitaine, ne peut pas être considéré comme un politicien jacobin. Mais comment des hommes politiques, quels qu'ils soient, pourraient résister aux pesanteurs institutionnelles d'une démocratie toute formelle? Aujourd'hui, l'État est considéré comme une divinité que chacun se doit de vénérer. Lui opposer des contre-pouvoirs, lui imposer l'existence de communautés autonomes paraît dès lors un scandaleux blasphème. Où est-il le temps où les États du Languedoc étaient assez forts pour refuser à Louis XIII et à Richelieu de lever des droits de douane sur les marchandises en provenance d'Espagne? Aujourd'hui, l'État veut tout contrôler et tout décider parce que les gouvernements partisans redoutent par-dessus tout les élections. Ils vivent dans la hantise des électeurs. C'est pourquoi le pouvoir cherche à conditionner le comportement des électeurs. Ils redoutent par-dessus tout l'existence de collectivités locales puissantes qui pourraient un jour devenir des armes entre les mains de l'opposition. La France moderne souffre et meurt d'une gigantesque escroquerie. Sous le couvert d'une responsabilité politique illusoire, elle interdit toute liberté authentique et tout pouvoir véritable. On fait des citoyens un peuple de robots. Les Français ne sont pas des citoyens, mais des robots étrangers dans leurs entreprises et dans leurs bureaux. La participation promise par la Ve République est restée lettre morte. Les travailleurs ne peuvent influer sur la répartition scandaleusement inégalitaire des revenus. Ils ne sont pas associés à la marche de leurs entreprises. Et ce n'est pas la droite au pouvoir depuis 16 ans qui changera quelque chose à la situation. On ne connaît que trop ses liens avec les milieux financiers. Quant à la gauche, elle ne propose que des nationalisations, c'est-à-dire le remplacement des banquiers par une bureaucratie d'État. Les Français ne sont pas des citoyens, mais des robots étrangers dans leur cité. Chassés du cœur des villes par la spéculation foncière, ils sont entassés dans des banlieues où la loi du profit incite les promoteurs à accumuler le maximum de logements dans le minimum d'espace. Faute d'espace vert, de lieux de rencontre, ils sont de plus en plus livrés à la solitude. Ils n'en seront que plus soumis à la propagande du pouvoir. Les Français ne sont pas des citoyens, mais des consommateurs robots. Les grandes firmes cherchent à les abrutir par la publicité. Elles tentent de les faire obéir à une publicité lancinante qui tente de leur imposer des produits de mauvaise qualité, voire des produits nocifs pour leur santé. La scandaleuse affaire et la tragique affaire du talc à l'hexachlorophène, voici 2 ans, en est un cas limite et révélateur. Dans une société soumise aux vertiges de la technique, dans une cité qui est livrée à la démesure, dans une société mécanisée et bureaucratisée, les plus faibles sont impitoyablement écrasés. Misère des vieillards, privés du minimum vital et souvent contraints de terminer leur vie dans la solitude. Ceux-là ne votent guère. Pourquoi s'en soucier? Ceux-là consomment peu. Pourquoi s'en occuper? Misère des travailleurs immigrés, exploités durement et soumis aux plus basses besognes.
Misère des harkis, laissés dans le dénuement depuis 12 ans. Misère de leurs enfants, sans avenir et sans espoir. Ceux-là ne votent pas. Pourquoi s'en soucier? Ceux-là ne consomment guère. Pourquoi s'en occuper? Misère des handicapés et des infirmes, que l'éclatement des communautés sociales ne permet pas de secourir. Misère des enfants inadaptés, qui se laissent aller au scepticisme quand ce n'est pas dans l'alcool ou dans la drogue. Ceux-là ne votent guère. Pourquoi s'en soucier? Ceux-là consomment peu. Pourquoi s'en occuper? Et M. Royer, partisan de l'ordre moral, dénonce sans rire la pornographie. Mais le régime dont il est un des notables fait tout pour pousser la jeunesse à la fuite dans n'importe quelle illusion. Misère, enfin, des parents accablés par des conditions de vie trop difficiles et qui n'ont plus la force d'exercer leurs responsabilités. Alors, à quoi bon ces grands discours sur la famille dans une société qui fait éclater toutes les communautés sociales? Voilà la société d'abondance. Elle cache les pires misères matérielles et morales. Voilà la société de responsabilité. Elle fait de l'homme une machine à produire et à consommer. Voilà la société de liberté. Elle interdit l'exercice de tout pouvoir véritable au niveau des villes, des entreprises et des régions. Elle interdit que l'on parle breton, basque ou occitan. Elle n'accorde que la liberté illusoire du bulletin de vote. Mais elle interdit l'exercice véritable du suffrage là où il pourrait s'exercer effectivement et efficacement. Il faut retrouver notre citoyenneté perdue. Il faut reconquérir nos pouvoirs arrachés par 2 siècles de centralisation et de capitalisme. Il faut reconstruire une société fraternelle dans une France réconciliée avec elle-même. Il faut réinventer un État qui ne soit plus contraint de soumettre les lecteurs et d'essayer de l'asservir. Pour cela, il faut libérer l'État, il faut le libérer de toutes ces castes administratives et financières qui imposent à l'homme moderne une condition inhumaine. La Révolution française est à refaire. Elle pourrait bien s'inspirer de notre ancienne révolution communale quand, avec l'aide de la monarchie, les paysans et les citadins se libérèrent de la tutelle des féodaux.